Bonjour Fabien, je suis venue aujourd'hui pour t'interroger parce que pour moi tu es quelqu'un d'inspirant qui pourrait transmettre beaucoup de choses aux personnes qui vont regarder la vidéo. Ça me touche beaucoup que tu me dises que j'ai été aidé à oser être toi-même. Je pense que c'est la première fonction d'un accompagnant, c'est justement de permettre, d'autoriser, de reconnecter avec les ressources de la personne qu'on accompagne. Et donc, si j'ai réussi avec toi, j'en suis ravi. C'est vraiment pour moi les bases fondamentales de cet accompagnement que je pratique. D'abord écouter, encore une fois permettre, autoriser, comprendre, et puis aimer. Aimer du fond du cœur, ne pas juger, avoir une acceptation inconditionnelle de la personne qu'on écoute, pour l'aider progressivement à trouver ses propres lumières, ses propres talents, ses propres merveilles. Peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais il y a une phrase qui me tient très fortement à cœur, c'est « je ne rencontre que des merveilles ». Et toutes les merveilles que j'accompagne finissent par me découvrir aussi qu'elles sont des merveilles. Et c'est d'abord mon but essentiel. J'ai commencé par faire de l'énergétique, puis ensuite j'ai fait une formation longue en coaching et en thérapie brève, qui m'ont amené à avoir plus de connaissances sur la relation thérapeutique, la relation d'accompagnement. Je ne sais pas par quoi commencer pour te dire comment cette méthode m'est arrivée. Je crois qu'elle m'est arrivée il y a très longtemps. J'avais 35 ans et j'étais moi-même dans une difficulté momentanée très importante. Je vivais une rupture affective qui était très douloureuse pour moi. Et pendant cette période-là, j'avais par moments, à l'intérieur de mon ventre, je dirais, quelque chose qui hurlait. Et je ne savais pas comment faire pour l'apaiser. J'avais identifié très clairement que c'était un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque d'affection. Mais je ne savais pas quand ce moment-là arrivait comment le combler autrement qu'en essayant de chercher à rencontrer une autre femme. Et ça ne m'apaisait pas non plus. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé dans la situation où j'ai été amené à me recueillir dans une chambre d'hôtel et à repratiquer une séance de soins que j'avais vécu accompagné bien plus tôt. Et à me retrouver dans un état modifié de conscience assez rapidement et dans un état de ressenti corporel très intense. Et je passerai tous les détails, mais je suis arrivé à un moment donné à voir un personnage, à voir un homme tronc, un jeune homme, un jeune adulte, un adolescent ou un très jeune adulte, 17-18 ans, qui était profondément laid, sale, puant, et qui avait ni bras ni jambes, qui se promenait sur une planche à roulettes, et qui hurlait avec un visage complètement déformé et qui agressait tout le monde parce qu'on ne l'aimait pas et qui voulait qu'on l'aime. Et quand je suis sorti de cet état modifié de conscience avec cette vision-là, pour moi ça a été une évidence que ce que je venais de voir, c'était une part de moi. Et cette part de moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ? Vraiment. Et là, je me suis mis à m'adresser à lui dans ma tête. Je n'ai pas joué un rôle en disant il est là, non. J'ai simplement à l'intérieur de moi, j'ai dit bon, je viens de découvrir une part de moi. Et si tu veux réussir à avoir de l'amour de cette manière-là, ça ne va pas vraiment être efficace.
Et là, il y a eu une évidence qui est venue à moi, c'est que la seule personne au monde qui pouvait l'aimer, qui pouvait l'accompagner, qui pouvait l'aider, c'était moi. Alors je me suis imaginé l'attacher contre moi et je suis allé marcher. Et à chaque fois que ce manque revenait, eh ben, je pensais à lui, je penchais ma tête vers lui et je lui disais, je t'aime, je suis avec toi, c'est bon. Et à ma grande surprise, au bout de quelques jours, il a disparu. Non pas il a disparu à l'extérieur, il a disparu à l'intérieur. Il est re-rentré à l'intérieur de moi, sous une forme d'énergie simplement. Et cette sensation de manque n'est jamais réapparue depuis. Ça va faire 20 ans maintenant. D'accord. En tout cas, ça n'est jamais réapparu avec cette force et avec cet envahissement que je pouvais vivre à ce moment-là. Et puis, il s'est passé 10 ans, pendant lesquels les personnages intérieurs n'existaient toujours pas pour moi, simplement il y avait eu ce vécu. Et au fur et à mesure des années de mes formations, je suis tombé un jour sur une phrase d'une méthode de PNL qui s'appelle le recadrage en 6 points. Et la première phrase de cette méthode, de cette technique en fait, c'est la suivante, on part d'un état donné qui revient dans des moments précis, dans des circonstances identiques. Et la phrase c'est, est-ce que vous pouvez contacter la partie de vous qui est responsable de cet état? Et je suis resté bloqué sur cette phrase en me disant, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que certains de nos états ne sont pas dus à l'ensemble de notre être, mais à une partie de nous. Et j'ai laissé cheminer, et un beau jour, j'étais face à une personne que j'accompagnais, et puis elle me parlait d'un état récurrent. Et là, cette phrase m'est revenue. Alors je me suis aventuré à lui poser la question. Je lui ai dit, est-ce que vous pourriez contacter la partie de vous qui est responsable de cet état? Et la personne m'a dit, bah oui, bien sûr. Et là, la question suivante est venue spontanément. J'ai dit, ah bon, et à quoi elle ressemble? On me dit, bah un petit bonhomme en bois avec un bonnet rouge, et puis c'est comme un culbuto, puis il se balance comme ça. Et puis de fil en aiguille, bah, j'ai appris à accompagner les gens sur leur dialogue avec ces personnages qui apparaissaient. Alors maintenant, ça fait 9 ans que je pratique la méthode, ça fait 2 ans que je l'enseigne. J'ai beaucoup affiné ça. Et je me suis aperçu à quel point cette méthode était d'une puissance incroyable et qu'elle était un très bon moyen de résoudre beaucoup de problématiques personnelles. Je la situe malgré tout à mi-chemin entre les thérapies brèves dont la PNL est issue et puis l'analyse aussi, hein, la psychothérapie analytique dans la mesure où il y a quand même une réflexion sur le passé. Il est vrai que cette méthode elle a été créée aussi en 70 ou dans les années 70 par d'autres personnes. Il y a des livres magnifiques sur ce sujet. Et puis il y a d'autres personnes qui utilisent cette méthode, chacun à sa manière. On a chacun notre petite particularité, nos petites touches personnelles. Voilà, donc je travaille avec cette méthode et je me régale à chaque instant, tout en disant aussi que c'est un véritable scalpel, c'est-à-dire que c'est une méthode qui permet d'aller très rapidement à la résolution, en tout cas un début de résolution de conflits intérieurs. Faut savoir que ces parties de nous, en fait, ce sont généralement se manifestent par des états ou des émotions et que la première tendance que l'on a naturellement à faire avec eux, c'est de les repousser. Et mon idée, c'est de leur dire oui et de les écouter pour les aider à se transformer. Dans un premier temps, pour terminer cet aspect-là, je dirais que les personnages intérieurs sont les porteurs de nos croyances profondes sur nous-mêmes. D'accord, merci. Je voulais te demander à quel moment
tu as eu envie de devenir accompagnant. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans ta vie pour que tu choisisses d'accompagner les autres? Très honnêtement, si je reprends l'aspect analytique de ma façon de fonctionner, ma première envie en tant qu'enfant, ça a été d'être vétérinaire. Et si on fait de la psychologie à dessous, on pourrait dire que j'avais à ce moment-là envie de soigner une partie animale de moi. Je crois que mes premières envies, elles sont nées vers l'âge de 22 ans, quand j'ai rencontré en faculté un énergéticien qui s'appelle Étienne Guillet, et qui m'a montré la voie de tout ce qui n'était pas visible, l'énergie humaine, l'énergie cosmique, etc. Et bien sûr, je suis naturellement allé vers le soin et l'accompagnement, parce que j'avais moi-même profondément besoin d'être accompagné, profondément besoin de faire un travail d'identification en moi. Et ce travail, je l'ai fait dans les années qui ont suivi. Mais c'est né aux alentours de 20 ans, 22 ans, 23 ans, quoi. À partir du moment où j'ai lâché l'idée d'être vétérinaire, je crois que ce qui est venu naturellement, c'est l'idée d'accompagner les autres. Et ça fait profondément partie de ma vie aujourd'hui. Et donc, à travers cette méthode, tu les accompagnes à se réunifier? Oui. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les parties de nous qu'on l'on refoule, on apprend avec cette méthode à les accueillir. Une fois qu'on les accueillit, on commence à se réconcilier avec elles. Donc c'est une voie de réconciliation intérieure. Et à un moment donné, comme je le disais, les personnages, une fois qu'ils sont comblés de leur manque, reviennent dans le tout, dans leur fonctionnement originel. Et là, progressivement, au fur et à mesure du travail, on se sent se réunifier. Et on se sent davantage centré sur le cœur et davantage un tout bien cohérent. D'accord. Et donc, pour l'avoir expérimenté de l'intérieur, cette méthode permet de transformer différents types de, on peut appeler ça des problématiques ou des blocages. Est-ce que tu pourrais donner des exemples un peu concrets de transformation que les personnes peuvent vivre? Oui. Je pense à un exemple qui a eu lieu un jour en public et dans une conférence. Lors des conférences, je fais souvent des démonstrations, mais j'essaye de demander aux gens de m'amener des problématiques relativement simples et pas trop profondes. Il peut y avoir des petites difficultés qu'on a dans la vie qui sont récurrentes, mais qui sont très ponctuelles. C'était le cas de cette jeune femme qui est venue me voir en me disant voilà, moi j'ai pris des cours de conduite, ça se passe très bien, mon moniteur dit que je suis prête, et à chaque fois que je vais passer l'examen, il y a un stress incroyable qui vient en moi, je panique complètement et je loupe l'examen. Donc on a fait une séance qui a duré pas plus de 10 minutes, où je lui ai permis de contacter le personnage, et où elle a eu un dialogue avec. Elle s'est sentie spontanément et de manière très visible soulagée, et j'ai appris quelques mois plus tard qu'elle avait repassé son permis et qu'elle l'avait obtenu. Donc ça, c'est le genre de traitement qu'on peut avoir avec les personnages. Aujourd'hui, je pratique davantage les personnages sur des problèmes de plus de fond. Et ça prend bien sûr beaucoup plus de temps que 10 minutes. D'abord, il faut du temps pour les personnes de rencontrer ces parties d'eux qu'ils ont négligées ou repoussées depuis des années, se réconcilier véritablement avec, célébrer ces retrouvailles et nourrir suffisamment le personnage jusqu'à ce qu'il arrive à une satiété énergétique et de sentiments et d'affection pour pouvoir retourner dans le tout. Il faut savoir que nos personnages intérieurs sont toujours des enfants, finalement, en bout de course.
et que des enfants qui le plus souvent nous ressemblent, même s'il peut y avoir des petits garçons et des petites filles pour chacun d'entre nous. Et est-ce que la méthode des personnages, c'est une méthode que tu utilises à chaque séance avec tes patients? Pas du tout. Pas du tout, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les personnages ne s'appliquent pas, la méthode des personnages intérieurs ne s'applique pas à tous les cas. Elle ne fonctionne que dans un cas où il y a un état récurrent et dans des circonstances identiques. C'est-à-dire une sorte de schéma qui se met en place et qui se met à tourner en boucle à l'intérieur de la personne. Toutes les problématiques posées ne sont pas forcément de cet ordre-là. Deuxièmement, au fur et à mesure de l'avancée de ma méthode et de ma pratique, je m'aperçois qu'il est nécessaire, et voire fondamental, d'être extrêmement prudent avec l'utilisation de cette méthode avec certaines personnes. Cette méthode, en fait, d'un point de vue purement, plus technique, plus psychologique, est une méthode qui utilise la dissociation. C'est-à-dire qu'on met à distance une part de soi pour pouvoir dialoguer avec. La dissociation n'est pas souhaitable avec certaines personnes trop fragiles qui pourraient glisser dans cette dissociation et ne pas se réunifier ensuite. Donc ça, c'est un tas de raisons qui font que je ne l'utilise pas de manière systématique. C'est vrai qu'elle vient spontanément quand elle s'y prête et qu'elle devient un moyen de résoudre des difficultés en profondeur, mais d'une manière rapide. Mais la plupart du temps, et notamment dans les débuts de thérapie ou d'accompagnement, dans les premières séances, cette méthode-là est mise de côté. Simplement, je fais un travail de recadrage, je m'attelle à établir une véritable relation avec mon patient et à mettre en place un univers sécurisant pour lui permettre de poser ses problématiques et de se relâcher et de commencer sa transformation personnelle. Moi, je pars du principe que je ne sais rien, moi, sur mon patient et que je n'ai rien à lui apporter en direct. Le seul apport que je puisse faire, c'est un éclairage sur là où sont ses ressources, là où sont ses potentialités de guérison, pour qu'il puisse se les attribuer lui-même. Et ce positionnement que j'ai est pour moi fondamental. Et d'ailleurs, tu fais aussi des stages sur le positionnement de l'accompagnant pour que toutes les personnes qui sont dans ce rôle-là d'accompagnant donc puissent avoir des clés pour être juste dans un positionnement juste vis-à-vis des personnes accompagnées. Oui, en fait, comme je viens de le dire, pour moi, la notion de positionnement, elle est fondamentale. Et ma croyance profonde, c'est que un accompagnant ne détient rien que des outils pour éclairer la personne vers son propre chemin et vers sa propre résolution. C'est sur ce postulat-là que j'ai fait mes modules de stage sur le positionnement de l'accompagnant. Et ces modules ils sont nés d'un constat que j'ai fait l'année dernière, la première fois où j'ai enseigné la méthode des personnages à un petit groupe. Il y avait la moitié des personnes dans ce groupe qui n'étaient pas au fait des bases fondamentales de l'accompagnement. Vraiment d'éléments fondamentaux pour faire un accompagnement de qualité. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent thérapeutes et font de l'accompagnement d'une manière ou d'une autre et qui n'ont pas ces bases. Notamment tous les gens qui viennent de l'énergétique, qui viennent d'autres méthodes qui n'ont pas de près ou de loin des notions de psychologie ou de psychopathologie, n'ont pas, ou de coaching. Un bon coaching, un coaching bien enseigné, amène ces notions de supervision, ces notions de positionnement,
de neutralité, entre guillemets, parce que moi, les premières choses que je montre dans le premier module de mes stages sur le positionnement de l'accompagnant, c'est qu'on ne peut pas être neutre, mais de le savoir. Donc j'ai mis en place un premier module et poussé par mon superviseur, je suis en train d'en écrire un second, un troisième est déjà en réflexion et il y en aura certainement une dizaine comme ça de modules autour du positionnement de l'accompagnant. Et le tout premier s'appelle tout simplement le positionnement de l'accompagnant et il est basé sur 3 jours et sur 3 mots commençant par un C. Le premier jour, c'est le mot conscience. Conscience de qui l'on est en tant qu'accompagnant, de qui est la personne en face de nous, de ce dont nous devons être conscients pendant le dialogue, de ce dont nous devons être conscients de ce qui se passe pour l'autre, etc. Le deuxième jour est basé sur les capacités, les compétences. Donc là, effectivement, il y a des outils concrets pour mieux comprendre quel accompagnant nous sommes, quelle est notre identité de rôle d'accompagnant, et puis d'avoir des éléments concrets de ce qu'est un transfert, un contre-transfert, de façon à être le plus conscient possible et le plus efficace possible dans notre accompagnement. Et le troisième jour est basé sur le cœur, c'est-à-dire sur la notion d'empathie, de compassion, sur l'état intérieur dans lequel on peut réussir à se mettre pour pouvoir retrouver effectivement qu'on ne rencontre que des merveilles et que éclairer ces personnes que l'on accompagne vers la propre lumière qu'elles portent. Très intéressant. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour moi une passion totale que d'enseigner, de faire ces modules sur le positionnement de l'accompagnant, tout en sachant que je l'ouvre vraiment, j'ai mis le mot accompagnant et pas le mot thérapeute, pour ouvrir ces stages à tout un panel de gens qui font de l'accompagnement. Un médecin est accompagnant, un infirmier, une infirmière sont des accompagnants. Une assistante sociale est une accompagnante. Et elle est en face avec un pouvoir. Et elle écoute des gens. Et si elle sait écouter, si elle sait questionner, si elle sait reformuler, elle va avancer considérablement dans son métier, dans son accompagnement. J'ai un jeune magistrat qui est venu assister à un de mes stages et parce qu'il va faire de l'accompagnement véritablement. Et ça lui a semblé une évidence que ça avait du sens de prendre les bases dans mon stage. Je dirais même que les employés des pôles emploi sont des accompagnants. Et que ça serait bien aussi qu'ils puissent venir accéder à ce genre d'informations fondamentales pour pouvoir faire un métier dans de meilleures conditions, pour eux déjà. Et ensuite, pour les personnes qu'ils accompagnent, c'est clair. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et je voulais te demander aussi, je sais qu'à côté, dans la vie, tu es aussi musicien et tu joues un autre rôle d'accompagnant. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et faire le lien entre peut-être la manière dont tu accompagnes tes patients et la manière dont tu accompagnes les conteuses avec qui tu joues? Bien oui, écoute, c'est arrivé à peu près dans les mêmes années, c'est-à-dire que en 2005, j'ai commencé l'écriture de la méthode. Et en 2006, une amie conteuse m'a demandé de l'accompagner officiellement sur scène sur des spectacles. Donc on a créé plusieurs spectacles ensemble. Et mes savoir-faire de thérapeute m'ont beaucoup servi sur scène. Parce que accompagner un conteur ou une conteuse sur scène, c'est créer une ambiance musicale, ponctuer, colorer un petit peu les différentes scènes qu'il ou elle raconte, tout en étant en arrière-plan. Mon slogan sur mon site, c'est l'accompagnement, c'est rester un pas derrière celui que j'accompagne et lui offrir les questions qui ne se posent pas. Là, c'est pas offrir des questions qui ne se posent pas, mais c'est en tout cas rester un pas derrière la conteuse, juste pour ponctuer, pour donner une ambiance où
dans une belle complicité, amener ensemble quelque chose. Et de fil en aiguille, je vais t'offrir un scoop, mais de fil en aiguille, il est arrivé que l'année dernière, un grand ami à moi m'a posé une question que je ne me posais pas justement, et m'a dit pourquoi tu ne ferais pas un spectacle tout seul. Et ce spectacle est né, enfin la trame de ce spectacle est née en 3 jours. Et je travaille aujourd'hui pour à peu près le mois de juin 2015 à mettre sur pied un spectacle qui sera aux surprises sur les personnages intérieurs. Et peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble lors d'une autre interview. Avec plaisir. D'accord, je te remercie beaucoup pour tous ces éclairages. Est-ce que tu veux encore transmettre un message à ceux qui vont regarder la vidéo? Oui, j'ai envie de dire que là où je me situe aujourd'hui, accompagné, c'est plus qu'un plaisir, c'est un bonheur, c'est une joie profonde. Et que je me remercie d'avoir fait tout ce chemin. Et je me félicite aussi d'avoir fait ce chemin sur moi-même, tout en accompagnant les autres. Et qu'à un moment donné, la paix intérieure s'installe et que l'accompagnement qu'on peut offrir est d'autant plus fluide. Et que je m'adresse à tous les accompagnants, là, ne négligez surtout pas votre cheminement personnel. J'ai plaisir à demander aux gens quelle est la personne la plus importante au monde pour vous. Et il n'y a pas d'autre réponse que c'est moi. Donc, si vous êtes dans l'axe, si vous êtes avec vous-même, si vous êtes vraiment en paix avec vous, vous serez heureux d'accompagner et ce sera léger. Voilà. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations qui font chaud au cœur. Merci à toi, Alex. Merci vraiment beaucoup de ce moment passé ensemble, de ce partage-là. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.